Bonjour Viviane de Beaufort, tu es professeure de droit et chercheuse à l'ESSEC. Tu as dans tes compétences une dominante public affaires lobbying et une compétence droit des affaires gouvernance. Depuis l'âge de 14 ans, l'arrivée de Simone Veil au Parlement européen comme présidente, tu es une passionnée d'Europe. Pourquoi l'Europe? Pour son sens, ses valeurs et bien sûr la démocratie qu'elle incarne et la mission qu'elle se donne. Viviane, tu as aussi créé au sein de l'ESSEC le Women Be Board Ready parce que tu es consciente qu'il faut armer les femmes pour intégrer ces positions au sein des conseils d'administration. Et c'est donc sur ce sujet de gouvernance que je vais t'interviewer aujourd'hui. Viviane, quels sont les éléments clés de l'année 2020 en matière d'assemblée générale et quelles sont les perspectives pour 2021? Alors, on va parler de 2020 parce que c'est vrai que c'est une année vraiment charnière aussi dans ce domaine-là. Mais c'est intéressant de la resituer quand même en tendance. Tu sais, un chercheur essaye toujours de se raccrocher à une À historique de ce l'histoire, qui a oui. pu se passer avant. Mhm. Moi, ça fait plus de 7 ans que je travaille sur un mot qui maintenant est assez clair dans la tête voilà, de ceux qui s'intéressent à ça, qui est la question de la montée de l'activisme actionnarial, Oui. qu'on appelle aussi l'engagement actionnarial. Autrement dit, la capacité et la volonté d'actionnaires, du moins certains actionnaires minoritaires, Mhm. de contrôler, de comprendre, de demander des comptes et éventuellement d'orienter, d'influencer la politique et la stratégie des entreprises conduites par les boards et les dirigeants, qui est un sujet qui est particulièrement complexe en France parce qu'on a quand même un système très vertical encore, et j'oserais dire très masculin, même si ce n'est pas le sujet de maintenant. Donc 2020, c'est une année où on espérait beaucoup, avant le Covid, on espérait beaucoup parce qu'on pensait que ça allait être un point d'orgue du débat actionnarial, de la démocratie actionnariale, notamment poussé par deux tendances. Alors, une tendance de fond qui existe depuis 2017 en Europe et en France et qui allait monter, qui était justement cette capacité de certains actionnaires des fonds d'investissement comme BlackRock, des agences de conseil en vote comme Proxinvest, des investisseurs institutionnels comme la CDC, mais aussi des ONG comme Greenpeace, Mhm. de demander aux dirigeants de revoir leur politique en matière de climat, en matière de devoir de vigilance, Mhm. en matière d'égalité femmes-hommes, Tout à en fait. matière de CO2, etc. Oui, de Et CO2 cette Pay, tout à demande, fait. Ouais. voilà, cette demande financière et de la société, elle a rencontré en fait la loi Pacte. Et 2020, c'était la première année de l'application des dispositifs de la loi Pacte qui concernent ces sujets de gouvernance, avec un certain nombre de modifications importantes. Je cite seulement une augmentation de la place des administrateurs salariés, le fameux CO2 Pay, avec le ratio d'équité qui rend plus visible les différences d'évolution des rémunérations des patrons et la manière dont on calcule ces rémunérations, avec notamment les critères ESG, Oui. et également des problématiques importantes, plus prospectives, qu'on verra peut-être davantage en 2021, même si ça a démarré en 2020, était la question de l'objet social élargi aux préoccupations écologiques et sociales, la question de la raison d'être, Oui, bien sûr. voire la question de l'entreprise à mission. Mmh. Donc, on pensait qu'on allait avoir une année très riche, très dynamique. Le huis clos, qui s'entend, qui se comprend, a permis la réduction du débat. Mmh. Parce que pas tant de questions, pas de temps de questions orales, limitation de la présence des personnes, vote à l'avance. Donc en gros, voilà, les dés étaient jetés. Il y a pas mal d'experts, comme voilà, je citerai Caroline Ruelland par exemple, ou Fitrust, euh, qui ont vraiment bataillé en expliquant que la situation était anormale, que c'était un cas de force majeure, qu'il fallait surtout pas que ça se reproduise l'an prochain, et ça va être une question. Mmh. Et puis, en tant que chercheur, j'ai continué moi mes travaux sur les questions qui avaient été posées, les résolutions qui étaient passées, les conditions dans lesquelles elles étaient passées.
Et je me suis aperçue que malgré le huis clos, la fameuse tendance que j'évoque sur l'engagement actionnarial a réussi à continuer. Elle a continué avec une sensibilité que j'avais déjà notée, qui est très particulière à la France pour le moment, et qui est sans doute liée à des textes français comme le devoir de vigilance, les engagements de l'État sur climate change. Il y a eu beaucoup d'engagements des banques, beaucoup d'engagements d'investisseurs, beaucoup d'engagements de certains secteurs comme les industries d'hydrocarbures, la chimie, les transports, en gros ce qu'on appelle les secteurs qui ont des empreintes carbone assez terribles et dont le modèle économique est basé sur ça, sur des changements à échéance 2025, 2030, y compris à Engie par exemple. Total a intégré une résolution externe et l'a repris à son compte en promettant qu'il se désengageait à terme du pétrole, du charbon. La BNP s'est engagée à se désengager des Des investissements. financements des hydrocarbures. Et donc, en fait, il y a eu finalement, si ce n'est un dialogue actionnarial, ce que j'appelle l'art du questionnement. Des questions qui ont été envoyées à l'avance, écrites, qui donc ont été, parce que c'est la loi, publiée sur les sites, et auxquelles les patrons ont dû répondre de manière détaillée. J'ai, pour ne pas te le cacher, sur le SBF 120, fait un exercice que je fais depuis quelques années. Je fais un fichier Excel avec toutes les questions, les réponses des dirigeants, qui me permettent de voir dans quelle mesure, en 2021, par rapport à ces questions qui les engagent, qui engagent leur responsabilité, donc qui engagent leur boîte, ils ont répondu, pas répondu, délivré, pas délivré ces promesses finalement aux actionnaires. Donc, voilà. Donc 2021, qu'est-ce qu'on va voir? J'avoue que je suis un peu dans le flou. Moi, je préfère le dire. Oui. Je pense que les interpellations sociétales, écologiques vont continuer de plus belle parce qu'en lobbying, dans le domaine des affaires publiques, ce questionnement, cette pression sur climate change, regarde le recours devant le Conseil d'État où l'État a 3 mois, maintenant 2, pour expliquer les actions entamées pour effectivement limiter le réchauffement climatique suite à la victoire du procès orchestré qui a été mené par 4 ONG, dont la Fondation Nicolas Hulot à sa tête. Donc, il y a une pression sociétale extrêmement forte que les entreprises ne peuvent pas ignorer. Il y en a pas mal qui se sont engouffrés dans le questionnement sur la raison d'être. Alors, parfois simplement en fixant une raison d'être, parfois en choisissant de l'intégrer dans les statuts avec des résolutions qui ont été votées à des taux hallucinants de plus de 99%. C'est comment est-ce que tu revois en tant que patron, avec ton conseil d'administration, ton COMEX, ton Et ta CODIR, stratégie sur cette base-là. voilà, à tous les niveaux du business unit et même du devoir de vigilance sur tout le périmètre de tes groupes, de tes clients, de tes fournisseurs, de tes donneurs d'ordre à l'étranger aussi, puisque c'est une loi qui a une portée extraterritoriale. Comment tu revois et tu checkes et tu mets en place des process de vérification pour identifier que tu es sur la bonne voie et que la promesse qui a été faite sera délivrée, que ça soit sur le bien-être des salariés, que ça soit sur les conditions de travail en Inde, que ça soit sur le fameux See on Pay. Ça veut bien dire que cette transparence qui a été créée par le ratio d'équité crée un effet qu'on pouvait anticiper. Moi, je l'avais anticipé. Parce qu'à partir du moment où c'est visible, c'est lisible, et que n'importe qui comprend sur un slide que tu as une montée comme ça et qu'en même temps, tu as le ratio médian des salariés qui est comme ça ou parfois comme ça, ça choque. Oui, bien sûr. Et du coup, on passe à des notions légales, on passe à des notions, je dirais, d'ordre éthique. Moi, je crois que 2021, ça va être l'année de l'éthique. Il y a un truc que je me dis que c'est l'année de l'éthique, tu vois. Écoute, c'est une très belle vision. Et là, Viviane, je vois aujourd'hui sur le site de Jacques Griset, d'ailleurs, que je recommande à tous ceux qui sont passionnés de gouvernance, c'est nos amis canadiens qui sont administrateurs de société. Voilà. Donc, ils viennent publier ce que BlackRock
préconise, donc en tant que fonds d'investissement, pour justement par rapport à toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et ça reprend exactement tout ce que tu viens de nous dire. Et ça commence d'ailleurs, de manière étonnante, par le ratio, la mixité au niveau des boards. C'est-à-dire que ça, c'est la préoccupation principale par rapport aux questions qui ont été posées. Le say on pay, et comment on peut encore justifier des compensations, comme ils disent en anglais, qui ne seraient pas alignés avec le résultat obtenu. Donc là aussi, il y a des questions qui se posent. Et puis alors le sujet du net zero, à quel moment on l'atteint, et voilà. Donc on voit que ces fonds d'investissement qui ont une force de frappe évidemment très importante, transforment en fait aussi et aident à transformer les stratégies des entreprises. Viviane, en termes de démocratie actionnariale, tu nous en as un peu parlé. Donc on parle des proxys aussi. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces proxys, c'est-à-dire ces intermédiaires entre les actionnaires et les dirigeants, et qui donnent des impulsions de vote, en tout cas qui essayent d'expliquer pourquoi il faudrait voter telle résolution, pourquoi il faudrait peut-être voter contre une telle autre. Bon, on sait que les AG 2020 qui sont faites à huis clos ont un peu réduit cette démocratie actionnariale. Mais toi, tu vois cette tendance, quelle est cette tendance sur la démocratie actionnariale, justement? Alors, sur le rôle des proxys, il faut peut-être réexpliquer pourquoi ils ont cette influence extrêmement importante. Mmh. En fait, il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels. J'évoquais la CDC, mais c'est également BlackRock, hein, Mmh. c'est un investisseur institutionnel. Ça peut être un fonds souverain comme le fonds norvégien, le fonds qatari, qui ont énormément de positions dans le monde, c'est-à-dire Mmh. des petits pourcentages d'actions dans le monde. Et ils ne peuvent pas tout surveiller tout seuls. Donc, ils ont délégué quelque part l'analyse des résolutions concrètes de chaque entreprise, de chaque groupe, en France, en Europe, dans différents pays. Mmh. Et ils se réfèrent souvent à ces fameux proxies, agences de conseil en vote, Mmh. dans les différents pays, parce que ces agences de conseil en vote sont implantées dans les pays, connaissent la culture, connaissent le droit, connaissent la gouvernance d'entreprise et connaissent les entreprises. Mmh. Et on sait que lorsqu'une prise de position est évoquée et est évoquée maintenant publiquement, alors qu'avant c'était plutôt un monde un peu entre soi. Tu parlais de BlackRock qui publie sa lettre aux Mmh. dirigeants. C'est une pratique voilà, qui existe depuis 4-5 ans. D'accord. Avant, ils envoyaient la lettre aux dirigeants, les dirigeants recevaient et entendaient ou n'entendaient pas. Maintenant, ils le balancent. C'est pour ça que je reparle de lobbying et Ouais, d'influence. ouais. Ils le balancent sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça veut dire que tout le monde le voit Mmh. et donc le dirigeant ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est pour ça qu'ils ont une influence extraordinairement importante. Un, ils ont une expertise, ils connaissent le terrain de l'intérieur, ils parlent régulièrement aux entreprises, ils connaissent le droit. Et deux, ils ont décidé de prendre la parole officiellement, alors qu'avant c'était plutôt du conseil off, je dirais, hein, comme un Mmh. consultant, et de porter des options. Celui qui a sans doute donné l'exemple et incité les autres à le faire, c'est Proxinvest en France. Maintenant, l'an dernier, ils ont pris position sur les critères ESG en expliquant qu'il devait y avoir une partie de la rémunération importante, variable. Sur ce variable, il ne fallait pas seulement des critères de rentabilité de chiffre d'affaires. Et en fait, lorsqu'ils portent une option, un texte qui est sorti et qui a été appliqué cette année, hein, qui est la deuxième directive droit des actionnaires, c'est éviter qu'ils soient en conflit d'intérêts. Autrement dit, en Europe, on demande à ces agences de conseil en vote de ne pas en même temps être conseil des actionnaires et D'accord. conseil des entreprises des émetteurs parce qu'il y a un conflit. L'Europe demande une surveillance plus forte du fait de cette influence extrêmement importante de ces agences de conseil en vote. Alors BlackRock, pourquoi est-ce qu'on le cite tout le temps en France et en Europe? C'est parce que BlackRock est sans doute le premier fonds d'investissement américain qui est venu il y a longtemps en Europe, et donc il connaît l'Europe. Et donc, quand ils ont une position, Mmh. il y a énormément de fonds d'investissement américains qui investissent en Europe sans bien connaître les règles, parce que c'est vrai qu'on a des règles complexes, puisqu'elles sont pour une part harmonisées et pour une part encore nationales, et qu'elles s'inscrivent dans des cultures. Et donc, ce que dit BlackRock, c'est un peu parole d'évangile pour les fonds d'investissement américains. Il D'accord. y a un effet d'entraînement qui va bien au-delà
compter 2%, 1%, 0,5% qu'ils peuvent avoir à Orange ou à Mmh. la BNP. Quand on parle des investisseurs institutionnels et moins des actionnaires individuels, c'est que l'actionnariat individuel s'est beaucoup érodé au cours des années, des 10 dernières années, particulièrement en France, hein, plus qu'en Allemagne et en Espagne. C'est vraiment un phénomène gravissime et qui a une mobilisation des institutions, des think tanks comme l'Institut du capitalisme responsable. C'est essentiellement les investisseurs institutionnels qui composent le capital de nos grosses sociétés cotées du SBF 120. Mmh. C'est pour ça qu'on a un peu le regard fixé sur eux et Ouais. leur culture et leurs revendications. Merci immensément Viviane pour ces précieux témoignages d'une grande experte et nous te retrouverons très bientôt pour une autre vidéo sur la mixité.